de l'Institut CDC pour la recherche qui nous parlera du lien entre croissance et territoire. Dans un deuxième temps, Monsieur Jean-Jacques Thérin interviendra dans le cadre de la présentation de ces deux ouvrages les plus récents, le projet du projet, concevoir la ville contemporaine, et la conception en question, la place des usagers dans le processus de projet. Et je rappelle que Monsieur Jean-Jacques Thérin est architecte, professeur émérite et directeur de recherche à l'école d'architecture de Versailles. Voilà, je donne la parole à Isabelle Laudier. Merci beaucoup de nous accueillir pour ces deux conférences dans le cadre de notre partenariat. Donc c'est effectivement quelque chose d'intéressant et précieux pour nous. C'est un partenariat en fait qu'on a développé depuis plusieurs années. L'an passé, nous nous sommes réunis autour des sujets de la gouvernance territoriale avec l'intervention de Franco Vorca de la Caisse des dépôts et de Claude Demiras de l'IRD. Et puis bien d'autres conférences il y a plus longtemps encore. Donc cette année, on avait décidé de faire deux volets, donc un volet macroéconomique et un volet territorial, comme effectivement nous l'a annoncé Oussema. Donc avec deux temps, une première présentation qui est plus une présentation d'un programme de travail, mais où on va quand même exposer les problématiques que l'on travaille, et la présentation de Jean-Jacques Thérin sur la question de la place des usagers dans les processus de projet dans le champ de l'aménagement urbain. Donc merci encore une fois pour l'organisation. Donc la croissance passe aussi par les territoires. En fait, on a gardé le titre qui était une tribune que nous avions publiée dans le cadre des Journées de l'économie de Lyon, où nous avions organisé un atelier qui visait à discuter tous les enjeux territoriaux dans la question des entreprises. Parce qu'effectivement, hier, Michel Aguilita nous a parlé un peu des conditions du développement économique, et notamment la classe des entrepreneurs, le rôle de l'État développeur, et plus globalement, en fait, le développlement d'un environnement favorable au développement des entreprises. Et dans cette question de l'environnement des entreprises, il y a le territoire. Parce que les entreprises sont situées, géographiquement ancrées, et donc leur environnement territorial et tous les services que le territoire peut leur offrir est absolument crucial dans leur développement. Et donc c'est cette question que nous étudions. Alors c'est vrai que dans les travaux sur les entreprises ou le développement économique, on parle plutôt de la rentabilité des entreprises, de leur croissance, de l'emploi des entreprises, de leur taux d'investissement, de leur taux d'utilisation des capacités de production. Donc on est plutôt à regarder ces chiffres-là. Mais encore une fois, comme je vous le dis, la qualité de l'environnement territorial est essentielle pour leur développement. Et qu'est-ce que l'on veut dire par là? On pense d'abord à la question des ressources locales, donc sur quelles ressources les entreprises peuvent s'appuyer. Bien sûr, les ressources humaines en termes de compétences, mais aussi les ressources physiques. Quels sont les avantages en termes de ressources du territoire pour les entreprises? Bien évidemment, mais c'est des sujets qu'on a également abordés hier, les infrastructures. Donc, quel transport, quelle offre de logement, quelle organisation de l'aménagement économique du territoire. La question de la gouvernance, ça c'est le sujet qu'on travaille beaucoup, sur lequel on travaille beaucoup, qui est la capacité en fait des acteurs économiques du territoire à travailler ensemble. Donc coopèrent-ils, les entreprises coopèrent-elles ensemble, sont-elles dans une logique de mutualisation de leurs besoins, y a-t-il une coopération avec les acteurs publics locaux? La nature même des politiques publiques locales, donc est-ce que les collectivités développent des politiques de développement économique? Est-ce que c'est simplement l'offre de zones d'activité en marge des villes, ou au contraire, est-ce qu'il y a une réflexion beaucoup plus intégrée sur les besoins des entreprises et donc les moyens d'y répondre? Et puis évidemment aujourd'hui, comment les collectivités, les villes prennent en compte les enjeux du développement durable pour développer des aménités, enfin une attractivité du territoire, pas uniquement pour les habitants, mais aussi pour les entreprises. Donc ça, c'est une petite liste qui n'est pas exhaustive, mais qui sont souvent les facteurs territoriaux que l'on considère comme ayant un impact sur la performance des entreprises. Donc pour approfondir ces liens entre le territoire et la performance des entreprises dans le territoire, on conduit un certain nombre de recherches que je vais vous présenter. Donc
cette recherche sur les effets territoriaux, donc qui montre comment le territoire impacte d'abord sur le plan statistique la croissance des entreprises, puis après sur un plan qualitatif, on va regarder ce qui se passe sur certains territoires. Nous travaillons également sur les économies métropolitaines, donc quel type de secteur aujourd'hui se développe dans les métropoles. Nous regardons aussi la question de la logique des projets, c'est-à-dire que le territoire est maillé sur un plan institutionnel, donc avec des collectivités, un maillage des périmètres qui sont des périmètres institutionnels des collectivités. Or, les dynamiques économiques sont souvent des dynamiques qui dépassent les périmètres institutionnels. Donc, est-ce que les acteurs publics locaux sont en mesure de suivre ce qu'on appelle des territoires de projet qui correspondent à des dynamiques économiques qui sont au-delà de leurs frontières? Donc, que ce soit de l'agglomération, du département, de la région. Le lien entre les métropoles et leurs territoires avoisinants et des sujets plus territoires, je dirais, périphériques, sur les circuits courts, comment développer des facteurs endogènes de développement, et la question de l'aménagement économique. Voilà, donc sur l'ensemble de ces recherches que nous conduisons, donc qui se traduisent par le soutien à une équipe universitaire, nous cherchons à avoir une vraie articulation avec le terrain, c'est-à-dire que les équipes font des enquêtes auprès des acteurs des territoires, donc les élus, les universités, les développeurs économiques. Et donc on organise des séminaires locaux sur les différents territoires, donc, avec la participation de nos directions régionales. Parfois on le fait à l'université, mais en tout cas il y a vraiment ce travail de discussion dans le cadre de séminaires locaux avec les acteurs du territoire pour les faire réagir sur les questions que nous nous posons. Alors cette recherche sur les effets territoriaux, c'est la première que je voulais vous présenter, donc qui est un travail qui est conduit par l'équipe d'Economics, Nadine Levrato et Denis Carré, et que c'est une recherche que nous cofinançons avec l'ADCF, c'est l'association des élus des intercommunalités. Donc ça correspond en fait aux agglomérations qui sont des communautés de communes, donc plus ou moins à l'échelle pas vraiment du bassin d'emploi, mais enfin globalement l'idée de l'agglomération c'est d'avoir un territoire, un périmètre qui correspond à la fois à l'habitation dense et puis à la logique économique, hein, et au service de la ville. Donc on travaille avec les intercommunalités qui sont en première ligne en France sur les débats sur la réforme territoriale, puisque dans le débat sur la réforme territoriale, il y a évidemment la question de la compétence économique, et elle est partagée entre la région d'une part, mais qui est quand même considérée comme un petit peu loin du terrain, et les intercommunalités. Un premier travail a déjà été réalisé, que vous pouvez télécharger sur le site de l'ADCF. Nous avons à la fois un rapport complet scientifique, mais également une note plus courte, de synthèse, et qui montre le travail statistique qui a été réalisé. Donc c'est une analyse shift-share qui tente à montrer que la performance des entreprises est à la fois liée à la performance du marché, du secteur dans lequel elles sont spécialisées, et un effet territorial. Donc, si on regarde l'évolution, par exemple, de l'emploi, parce qu'on a regardé en fait emploi et chiffre d'affaires, sur les zones d'emploi, donc on a une évolution de la performance des entreprises, et en fait, on peut le découper en deux, en mettant en évidence d'une part l'effet d'entraînement du marché, est-ce qu'on est sur un marché porteur ou pas, enfin qui donne une dynamique au développement, et puis le résidu, c'est ce qu'on appelle un effet territorial, donc l'impact de l'offre plus ou moins bonne du territoire pour le développement des entreprises. Alors aujourd'hui, on est dans une phase qualitative complémentaire où nous avons choisi un certain nombre de terrains pour leurs résultats, d'ailleurs positifs ou négatifs. Par exemple, ici, on a des bons résultats sur Tours et Vannes, c'est-à-dire à la fois des activités économiques dans des bons secteurs, porteurs, dynamiques, qui créent des emplois, enfin en tout cas qui sont positifs, et des bons effets territoriaux, donc avec une réponse des collectivités ou des territoires qui correspond aux besoins, des territoires qui marchent pas bien, enfin moins bien, Dijon, Alençon, et alors Brive, je ne sais plus pourquoi on l'a choisi, mais je crois que ça marchait pas si mal, et Valenciennes, un territoire qui a quand même un effet territorial qui est un peu contradictoire dans la mesure où on est dans une zone qui fait partie de cette zone nord-est en déprise, en déshérence, mais qui donne plutôt des bons résultats avec une politique de la collectivité très très volontariste pour attirer des emplois sur le territoire. Voilà. Donc on fait des enquêtes et nous organisons des séminaires locaux avec les acteurs. L'important est d'avoir un moment de discussion collective où les gens se réunissent. Donc ça, c'est cette première recherche qu'on pense pouvoir terminer avec un rapport final, je dirais, début 2016. Donc en 2016, on pourra penser à toutes différentes formes de valorisation de ce travail.
Alors, le deuxième travail que nous menons est un travail qui rentre complètement dans le champ de la discussion d'aujourd'hui, qui est la place des métropoles. Donc aujourd'hui, le consensus, enfin, je veux dire, le discours dominant est de dire, et qui s'appuie évidemment sur des chiffres, hein, sur des faits, qui est donc que les nouveaux territoires de croissance aujourd'hui sont des territoires métropolitains. Si on regarde une analyse du territoire en zone d'emploi et qu'on regarde les secteurs et géographiquement situés, hein, encore une fois c'est territorialisé, c'est cartographié, les secteurs qui créent de l'emploi, on trouve les secteurs métropolitains. Et on s'aperçoit en plus que dans les métropoles, c'est vraiment dans le cœur des métropoles. Donc ces secteurs créateurs d'emplois sont c'est ce qu'on appelle les activités métropolitaines. Donc là-dessus, on n'a pas de définition très claire, mais globalement, c'est toutes les activités à haute valeur ajoutée, les services aux entreprises, les services informatiques, tout ce qui est, je dirais, à contenu de création de valeur ajoutée importante. Donc c'est une recherche qui est menée par Laurent Davzy et Philippe Estep, qui sont très connus pour leurs travaux sur les territoires. Nous travaillons avec Laurent Davzy depuis très longtemps. Il a publié récemment un dernier petit ouvrage dans la collection La République des idées au seuil. Les deux précédents étaient directement tirés de nos travaux, notamment le deuxième, dont je vous recommande, la crise... je ne sais plus comment c'est le deuxième, c'est la crise qui vient, donc les enjeux de la crise territoriale, c'est-à-dire quels sont aujourd'hui les moteurs du développement territorial. Donc Philippe Estep, avec qui nous travaillons aussi beaucoup, et nous le cofinançons, ce travail, avec le PUCA, qui est un programme de recherche du ministère de l'écologie. Nous avons fait une première analyse statistique qui a été réalisée par Laurent Davzy et que vous pouvez trouver en grande partie, dans une note qu'il a publiée sur le site de Terra Nova qui s'appelle La nouvelle question territoriale. Donc si vous allez sur Terra Nova et vous faites Nouvelle question territoriale, vous trouvez le travail qui est une première partie de notre rapport. Et nous continuons aujourd'hui, là c'est plutôt la partie Philippe Estep, avec des enquêtes, donc dans 4 villes qui sont des métropoles, hein, qui sont des métropoles au sens de la loi, puisqu'on a la loi qui crée les métropoles, il y en a 13 en France, et qui sont des métropoles qui donnent là aussi des résultats un peu contrastés. On cherche toujours à avoir des profils de développement un peu variés pour comprendre ce qui se passe, aussi tant en bien que dans des situations où il y a moins de bons résultats. Donc typiquement dans ce travail sur les métropoles, on a Lyon-Nantes qui sont des métropoles qui fonctionnent très bien, qui ont créé de l'emploi. Marseille qui a un gros potentiel mais qui crée peut-être pas autant d'emplois qui pourrait, qu'on pourrait en attendre compte tenu des aménités de la ville, du potentiel de la ville. Et Strasbourg là aussi, une ville qui pourrait, compte tenu notamment de son positionnement géographique à la croisée des grands échanges européens, qui donne des résultats aussi un petit peu en demi-teinte par rapport à ce qu'on pourrait en attendre. Donc là, on a fait également des séminaires. On était à Strasbourg il n'y a pas longtemps et on a réussi à avoir une très bonne participation des élus. Il y avait Catherine Trottmann, ancien maire de Strasbourg. Il y avait des élus, le président de la communauté de communes, le président du Césaire, du conseil. Voilà. Donc on avait toute une série d'acteurs locaux qui ont participé. C'était vraiment intéressant. Et on a compris dans cette discussion pourquoi finalement Strasbourg n'avait jamais cherché forcément à avoir une posture de métropole, et plutôt avec une logique de développement équilibré au sein de l'Alsace. Donc n'ayant jamais cherché forcément à attirer à Strasbourg le développement au détriment du reste de l'Alsace. Et donc la réflexion portait sur quel positionnement de Strasbourg dans la nouvelle région, parce qu'aussi en France nous avons cette réforme donc territoriale qui aboutit en particulier à la fusion d'un certain nombre de régions. Et l'Alsace va se retrouver dans la grande région ALCA, qui est Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Du coup, la réflexion portait aussi sur non seulement la place de Strasbourg dans la nouvelle région, mais peut-être au fond que la métropole de Strasbourg, c'est la région Alsace dans la future région. Voilà, donc on avait ce genre de discussions qui sont évidemment très intéressantes. Donc ça, c'est le deuxième travail, et on devrait avoir une remise du rapport final avant la fin de l'année. Donc là aussi, de quoi le valoriser. Alors, les plaques territoriales. Donc ça, c'est une recherche qui est la suite d'une réflexion interne qui a été menée à la Caisse des dépôts. En 2013, on a demandé aux directeurs régionaux de faire un diagnostic de leur territoire. Donc à l'échelle régionale, mais de manière beaucoup plus fine. On a alors regardé dans les territoires ce qui se passait.
un peu classique, hein, force et faiblesse des territoires, et donc qui a été réalisé. Et au travers de ce travail, en fait, a émergé ce qu'on a appelé les plaques territoriales. Donc c'est ce que je vous expliquais, que ce qui est important dans le territoire, c'est bien sûr l'action des acteurs institutionnels, mais aussi de voir émerger les dynamiques économiques qu'on appelle territoires de projet et qui sont, encore une fois, qui dépassent les frontières institutionnelles. Et donc avec toute la réflexion derrière de l'analyse de ces territoires de projet, comment faire, quelle méthodologie d'analyse et comment répondre aux besoins, enfin comment appuyer ces dynamiques économiques. Donc la recherche est ici conduite par Olivier Bouba-Olga de l'Université de Poitiers, qui est aussi connu pour ses travaux sur les questions territoriales. Et nous avons là encore 5 plaques que l'on a retenues, bien sûr, à l'issue des diagnostics territoriaux qui ont été menés à la Caisse des dépôts, qu'on a retenu aussi en fonction de l'intérêt qui était manifesté par les directeurs régionaux dans ce travail. Donc on a choisi des terrains où on pouvait compter sur les directeurs régionaux pour le travail de terrain. Et puis aussi pour leur intérêt, je dirais, en termes de positionnement. Donc le Sillon Lorrain, Belfort-Montbéliard, donc et toute la zone de l'automobile, hein, Toulon, parce que sur PACA, il se passe quand même plein de choses et on avait peu de territoire. Donc on a choisi Toulon, qui est une métropole, enfin qui a une zone qui marche bien avec de l'emploi. Pau, qui est l'arrière-pays de Bayonne, et donc il y a aussi pas mal, et puis Toulouse, enfin il y a un positionnement intéressant, et la montagne Limousine, qui est en fait un territoire, rural et qui vieillit. Donc que fait-on dans un territoire comme le Limousin, où la population est vieillissante et on n'aura pas de création de pôle métropolitain majeur? Voilà, donc ça c'est la question. Donc on fait là aussi des enquêtes et on a vraiment pour objectif dans ce travail d'essayer d'aider les directeurs régionaux dans une méthodologie, enfin en leur apportant ou en les aidant à co-construire une méthodologie d'analyse des territoires. Donc effectivement, comment est-ce que un premier travail du chercheur est de voir si, quand il regarde les chiffres, pas une analyse en fonction intuitive, mais en regardant les chiffres, est-ce que les dynamiques du territoire correspondent, font émerger les plaques territoriales qui ont été identifiées par les directeurs régionaux. Il ne s'agit pas de juger et de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, si le travail a été bien fait ou pas, mais de voir si en fait on arrive à le voir dans les chiffres, et puis ensuite comment on analyse ces dynamiques. Et nous, Caisse des dépôts, investisseurs, in fine, c'est aussi un travail qui devrait nous aider à réfléchir sur les analyses d'investissement, c'est-à-dire aller au-delà des taux de rentabilité financière et de se dire, est-ce que quand on a un projet de territoire, enfin un projet de collectivité, on va évidemment commencer à faire une analyse financière classique, on va regarder la rentabilité interne du projet, mais est-ce que finalement le projet s'intègre dans une dynamique de territoire économique, et donc essayer de trouver des indicateurs qui soient au-delà de la rentabilité financière et qui essayent d'illustrer si oui ou non le projet s'intègre dans une dynamique, et donc s'il a une vraie crédibilité, parce que si on crée un projet qui ne s'intègre dans aucune dynamique économique présente ou future ou attendue, on ne peut pas imaginer que le projet fonctionne. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'aider les directeurs régionaux à avoir une vision plus intégrée des projets d'investissement, voilà, dans le territoire, en fonction des dynamiques économiques du territoire. Alors ça c'est un travail qui démarre, mais qui rentre dans toujours ce débat que je mentionnais tout à l'heure sur la place des métropoles, puisque aujourd'hui dans un pays comme la France où on a quand même encore 10% de chômage, donc la question est vraiment de savoir aujourd'hui quels sont les secteurs créateurs d'emplois. Donc ça c'est ce qu'on a vu sur le travail de Laurent Davy, mais autre question, c'est que est-ce que ces secteurs ont une capacité d'entraînement sur le reste de l'économie et comment? Parce que on pense souvent aux grands secteurs, aux grandes filières industrielles en France qui ont eu d'énormes effets d'entraînement, beaucoup amont mais aussi aval, mais surtout amont avec tous les sous-traitants. Donc on pense à la filière automobile, on pense à la filière ferroviaire, on pense à la filière aéronautique. Donc ce sont des secteurs qui ont énormément d'effets amont avec le développement de PME, de prestataires de services, etc. Et donc ça a un effet d'entraînement important sur l'économie et donc de création d'emplois. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les nouveaux secteurs créateurs d'emplois ont ces effets d'entraînement? On a plus ou moins tendance à dire pas forcément. Et du coup, ça pose la question du pôle métropolitain, c'est-à-dire est-ce que le pôle métropolitain peut avoir un rôle de développement économique dans le territoire et comment? Alors, on pense quand même qu'il peut en avoir un, puisque la ville n'est pas que ces secteurs industriels ou économiques, hein, puisqu'on est plutôt on est à lisière entre l'industrie et le tertiaire dans ces types d'activités.
Mais c'est de dire que la ville elle-même est un système, est un écosystème qui est créateur d'emplois. C'est-à-dire que pour que ces entreprises créatrices d'emplois vivent, elles ont besoin de l'écosystème urbain qui, lui, en revanche, a un impact sur les territoires avoisinants. Donc l'idée, c'est vraiment de voir quelle est la relation entre les zones métropolitaines et les territoires avoisinants. Et donc d'essayer de voir aussi dans les discussions à venir, parce que c'est vrai qu'en France, on a vraiment ce débat sur la métropole contre le territoire périphérique. On fait tout pour la métropole, on abandonne les territoires périphériques, etc. Nous, on dit que ce qu'on veut montrer, c'est que le territoire, c'est pas ça. Je veux dire qu'effectivement, il y a probablement des zones qui sont quand même interstitielles, qui sont pas dans aucun champ métropolitain proche ou un peu moins proche, mais il y en a une, mais on voudrait montrer que cette part des territoires vraiment lointains, enfin entre guillemets, mais qui sont pas, qu'on ne peut pas raccrocher dans des dynamiques économiques, est assez réduite. Et qu'en revanche, on peut montrer qu'il y a... En revanche, ça veut dire qu'on a une vision un peu différente du territoire, qui est une vision de coopération horizontale entre les différents territoires. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que plus tard, enfin dans les années qui viennent, les métropoles doivent négocier avec leurs territoires avoisinants sur l'approvisionnement en ressources, sur l'agriculture, sur l'énergie. Si on développe davantage les énergies renouvelables, on peut imaginer que du coup, le territoire avoisinant peut avoir un rôle de fourniture très important pour les centres métropolitains. Donc, mais ce sont des négociations, enfin, ce sont des échanges, des coopérations horizontales qui sont un peu contradictoires avec la vision habituelle descendante et verticale qu'on a de l'organisation territoriale. Donc, je peux vous renvoyer à un article, alors j'ai pas le titre en tête, mais de Philippe Estève, qui est paru dans Libération il n'y a pas très longtemps, et qui expliquait bien ça, qui est l'enjeu de penser le territoire différemment, et puis surtout des territoires eux-mêmes, rentrer dans des coopérations horizontales et pas dans une défense aujourd'hui, chacun défend ses compétences. Bon, donc on démarre ce travail-là, mais il est absolument essentiel dans le débat, puisqu'on a un débat qui est même très politisé, les chercheurs s'étripent sur les chiffres, et derrière, il y a vraiment des visions politiques, c'est vraiment tous les enjeux sur les territoires périphériques et sur le supposé abandon des territoires périphériques. Sachant que tout ça est quand même, évidemment, ça reste dans un cadre où les transferts, ce qu'on appelle les transferts publics, restent très forts. C'est-à-dire que même si aujourd'hui les finances publiques sont contraintes, on a quand même une redistribution au sein des territoires très forte par les transferts publics, c'est-à-dire que ce soit le système des retraites, les administrations publiques, les allocations chômage, font qu'on a quand même une redistribution importante des revenus qui fait que les territoires, même périphériques, peuvent avoir un certain nombre de ressources. Mais ce qu'on dit en même temps, c'est que ça reste limité. Ça va être limité dans le passé, même si dans le futur, même si dans le passé, ça a permis un développement à peu près assez équilibré des territoires, ça sera un petit peu moins vrai dans le futur, ce qui fait ressortir la question productive, alors qu'on l'avait un petit peu moins fait ressortir sur les 20 dernières années en termes de développement territorial. Alors justement, les territoires périphériques, on pense qu'il y a des mécanismes, enfin il peut y avoir des mécanismes de développement qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire centrés sur la proximité. Et donc on travaille sur les circuits courts qui sont une manière d'organiser l'économie, une manière très intégrée au niveau local, en essayant de valoriser au maximum les ressources locales et en essayant de maximiser les synergies entre les entreprises. Donc on va voir des territoires où il y a des projets en circuit court. Donc on est allé voir des gens, par exemple, dans le Menet, qui sont très connus, des Bretons, qui sont très en avance sur la réflexion énergétique. Et donc on est allé les rencontrer, ils ont mis en place des unités de méthanisation. On a été à Tarnos, qui est dans l'agglomération de Bayonne, où ils ont une réflexion sur les compétences, comment penser la formation et l'adaptation des compétences aux nouveaux besoins des entreprises. Donc ils ont toute une réflexion qui relève de l'économie solidaire, mais qui est vraiment une réflexion économique sur la gestion des compétences au niveau de la bassin d'emploi. Voilà, je vous donne deux exemples, je ne vais pas tous les détailler, mais l'idée c'est à chaque fois d'aller regarder ces projets en circuit court et de s'interroger sur les freins que les porteurs de projets rencontrent et d'essayer d'identifier aussi ce qui pourrait aider à ces projets. Voilà. Alors c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions de gouvernance, je ne vais peut-être pas m'étaler sur ces questions-là aujourd'hui, mais l'idée c'est en tout cas de bien mettre en valeur les problématiques pour essayer de donner des pistes de développement pour ces circuits courts, parce que nous on pense que ça peut avoir vraiment
des effets en termes de développement des jeunes dans des territoires dont on peut penser aujourd'hui qu'ils n'ont pas forcément des ressources, mais c'est souvent des ressources inexploitées. Et donc, sur ces sujets des circuits courts, donc on a fait ce travail qui est publié sur notre site, hein, sur le premier rapport de l'Institut CDC pour la recherche et du programme LEAD de l'OCDE, donc on trouve en ligne. On a également, on apporte un soutien à une thèse qui travaille sur l'écologie industrielle, donc qui est un grand projet Rhône-Alpes sur le long du Rhône, hein, d'aménagement en écologie industrielle de la zone industrielle au portuaire au bord du Rhône. Et puis on travaille aussi sur une autre zone industrielle au portuaire, parce que ce sont vraiment des cas d'école très intéressants à Dunkerque. Et pour terminer sur les questions territoriales, c'est-à-dire que à la fin, les entreprises vont choisir de s'établir dans un territoire en fonction de ce qui leur est offert. Et évidemment, la première chose, c'est l'aménagement économique. Quels sont les services que le territoire apporte à l'entreprise en termes de localisation dans le territoire, de transport, de logement pour les salariés. Et c'est un sujet très intéressant parce que la manière de voir l'aménagement économique évolue beaucoup. Et puis il y a aussi un enjeu d'ailleurs de faire évoluer les pensées, parce que les aménageurs économiques dans les services des collectivités ont parfois du mal à faire comprendre que l'aménagement économique n'est pas qu'une zone d'activité, c'est-à-dire un périmètre en périphérie de la ville, même si c'est souvent comme ça encore que ça se passe, mais avoir une vision plus intégrée des besoins de l'entreprise, donc comme je vous disais, avec le lien à l'emploi, enfin au logement, avec le lien au transport, avec le lien évidemment aux infrastructures numériques, modernes, avec toutes les questions en fait que se pose l'entreprise et qui sont essentielles pour son implantation. Donc la question, c'est de voir comment les collectivités prennent en charge cette question-là et comment elles évoluent dans leur offre d'aménagement économique. Voilà, donc là, vous voyez, on a également des terrains. On a travaillé d'abord sur les questions de pôles de compétitivité, qui sont une manière d'aménager économiquement le territoire. Et puis, on travaille plus directement sur ce qu'on appelle l'aménagement économique, donc sur les territoires que vous voyez, donc à Toulouse, à Flers-de-Lorne, et puis Ivry-Confluence, qui est un territoire dans le Grand Paris. Voilà. Et puis on essaye de donner une perspective historique à cette réflexion en mobilisant l'expérience des anciens de la CET, qui est la filiale d'aménagement urbain de la Caisse des dépôts. Donc on travaille beaucoup avec les anciens aussi, puisque ça nous permet de resituer dans le temps long les projets. Et donc typiquement dans les territoires pas Toulouse, parce que Toulouse c'est un territoire suite à l'accident AZF, hein, donc ils ont reconverti le territoire, mais les autres sont des projets d'aménagement qui s'inscrivent dans le long terme, donc c'est intéressant de discuter avec les personnes qui ont travaillé il y a 30 ans sur des projets qui étaient déjà en cours, donc on a aussi ce travail historique avec les anciens. Voilà, donc merci pour votre attention. Et ils vous disent à peu près, ils se trompent sûrement un peu à la marge, mais en gros, ils savent modéliser un risque. L'incertitude, c'est pas possible. Alors là, je renvoie, et vous me voyez venir hein, dans ma démonstration, j'espère en tout cas. Alors comment fait-on alors je renvoie à des gens comme Michel Callon, École des Mines, qui dit, mais qui ne parle pas du tout d'urbanisme ni d'aménagement en l'occurrence, mais beaucoup plus d'industrie et de politique, et qui dit le moyen pour réduire l'incertitude, c'est d'organiser des forums hybrides. Et il rajoute, je ne l'ai pas écrit là, mais il rajoute, dans un forum hybride, on ne prend pas de décision, on crée la décision, on crée la possibilité de décision. Et ça, encore une fois, j'insiste beaucoup, l'idée de mettre des gens autour de la table, pour des néophytes de la participation, c'est dire, écoutez, on a 2 heures, allez, on va résoudre en 2 heures le problème de la ville nouvelle, machin, alors qu'est-ce qu'on fait? On la met à droite ou à gauche? Non, c'est pas ça la participation. On n'en sait rien s'il faut la mettre à droite. C'est créer, c'est réduire de l'incertitude en provoquant, en produisant du choix.
On ne produit pas de solution, on produit du choix. Alors, ça vous paraît peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais c'est quand même assez intéressant. Ben voilà, on ne décide pas, on prend des mesures. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai été très cohérent dans mon approche en entonnoir pour en arriver à ce que j'ai envie de démontrer aujourd'hui, mais pour vous dire quand même, avant c'est à quel point c'est important. Hein, parce que si on continue à ne pas mettre les gens autour de la table, et si on n'arrive pas à les faire produire, encore une fois, non pas des solutions, mais des choix, eh bien, on arrive à cette incertitude qui bloque l'innovation. Et là, on est au cœur du problème. On l'a vu hier, on l'a vu ce matin, on est dans une situation de nécessité absolue d'innover. On ne peut pas continuer avec les modèles qu'on nous a appris à l'école et que malheureusement, on est encore en train d'apprendre à nos étudiants. Donc, moi je dis que élaborer un projet, c'est bien beau, mais ce qu'il faut, c'est élaborer le projet du projet. Et élaborer le projet du projet, c'est, pour reprendre la terminologie de Christophe Pilder, c'est apprendre à négocier et apprendre à intégrer. Alors intégrer quoi? Intégrer les points de vue, intégrer les contradictions, intégrer les difficultés, la complexité, etc. Et que c'est sur la complexité qu'il faut négocier et non pas sur la simplification des choses. Ce qu'on a tendance à faire. Hein. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on voit les projets, on a tendance à dire, OK, on va négocier, mais on va négocier sur un des aspects le plus facile à résoudre du problème. Hein. On va négocier sur la plantation des fleurs, éventuellement sur la taille des trottoirs, mais oulala, mais surtout pas sur l'implantation de l'équipement majeur. Vous voyez, on est dans cette logique-là. Donc il y a cette notion de... Alors, après, organiser le débat, révéler des controverses, réduire l'incertitude, développer des opportunités, bon, tout ça, ça paraît logique, mais ça nécessite quand même une sacrée logistique. Bien. Alors finalement, la problématique que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous dire, mais ok, face à tout ce qu'on vient de raconter, et on pourra en rajouter, hein, il y a toute la littérature nécessaire, enfin j'ai essayé de cerner un peu le sujet, comment faire travailler à la fois des acteurs professionnels d'horizons différents, qui ont donc des logiques économiques, culturelles, etc. Les architectes, les ingénieurs, les paysagistes, les théoriciens, les économistes, etc. Tout ça arrive avec son bagage, n'a aucune cohérence, mais il faut les faire travailler ensemble. Donc ça, disons que c'est un problème qu'on connaît bien, qu'on essaye de résoudre, et sur lequel je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait ces 10 dernières années, avec un certain nombre d'outils très performants. Mais il y a encore du boulot à faire. Et comment intégrer les usagers d'une façon générale à ce processus qui est très professionnel et auquel ils n'ont pas accès. Or, aujourd'hui, on leur dit, eh bien, écoutez, voilà, les thermiciens, les électriciens, on fait ce projet, voilà, on vous le donne, donnez-nous votre avis. Et là aussi, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, au seuil de cet état des lieux, de cette observation, on se rend compte que finalement, participer, collaborer, ça ne veut rien dire si on ne fait pas la distinction forte entre un milieu professionnel qui se connaît bien, qui s'il ne s'entend pas bien, il s'engueule un bon coup, et puis ensuite il va prendre un pot au bistrot du coin et il se rabiboche, et puis ça fait 40 ans que je fais des chantiers, 40 ans que je m'engueule avec tout le monde, et 40 ans que j'ai des amis avec lesquels je me suis engueulé. Enfin, je veux dire, c'est un milieu un peu solide, de gens qui... Mais par contre, on ne peut pas intégrer les usagers dans ce milieu-là très professionnel, parce que ce n'est pas le même langage. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on est en train de découvrir. Enfin, moi, je l'ai découvert, hein, que ce sont deux mondes différents qu'il faut mettre à côté. Et donc, l'hypothèse que je vous propose là aujourd'hui, c'est de dire, on voit ce qui se passe dans le domaine de l'urbanisme, hein, je l'ai dit, je ne veux pas... Hein, mais allons voir ce qui se passe ailleurs, et voyons s'il y a, sinon des transferts possibles, du moins des leçons à en tirer. Alors, pour démarrer ce débat, je voudrais dire que, parce qu'on parle de négociation, sur quoi négocie-t-on?
on négocie sur des grandes options, on négocie sur quoi négocier. Donc finalement, si on mettait des usagers autour de la table, quel est le débat? Et puis ensuite, on verra ce que ce débat veut dire dans tel milieu, tel milieu. Bon, dans notre débat, par exemple, est-ce qu'on est capable de débattre des formes urbaines avec des usagers? Est-ce qu'on est capable de parler de densification, de diversification, de coprogrammation? Non. Oui. La réponse est oui. Si on le fait. Non, je veux dire, c'est des choses très complexes, les formes urbaines. Je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il y a des outils qui permettent de le faire. Est-ce qu'on peut parler de mobilité, d'équilibre des droits, besoins? C'est ça les vrais sujets. C'est ça, les gens, c'est ça qui les intéresse. Qu'est-ce que je vais avoir dans ma rue? Est-ce que je vais avoir des voitures, des autobus, un tramway? Est-ce que je vais avoir... C'est ça qui... C'est terriblement complexe. Est-ce qu'on est capable d'en discuter? Vous dites non, moi je dis oui. Le rapport au vivant... Mais, non, voilà, c'est ça les vraies questions. Hein. Alors, les circuits courts dont tu parles, mais oui, c'est ça leur sujet. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à la base de la négociation. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie et je vais essayer de la défendre. En formes urbaines, c'est vrai que quand on parle de formes urbaines et consommation énergétique, est-ce que ce tissu à Kyoto est plus favorable que celui-là à Shanghai? Oui. Mais oui. Mais c'est ça qu'on construit. Hein? Ça, on est en train de le démolir. Bon. Eh bien, ça, c'est un vrai sujet qui peut être débattu. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup de temps pour raconter des petites histoires, mais j'ai travaillé sur un sujet de ce type dans une ville nouvelle, Cergy-Pontoise, au nord de Paris. Et on avait des groupes d'habitants avec qui on devait débattre de sujets extrêmement complexes. L'idée, c'était, la ville avait un quartier, une caserne en fait à recomposer, la caserne Bossu, et les urbanistes avaient fait un vague plan d'aménagement de 1000 logements, et ils nous avaient dit, essayez de voir auprès des habitants quel est le niveau de densité qu'ils seraient prêts à accepter. À Cergy-Pontoise, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a à la fois des pavillons, des lotissements, puis à la fois des grandes barres, et puis entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et donc, on dit, où est-ce qu'on met la barre? Et alors, j'étais avec mes étudiants et doctorants, et là, ils me disent, il faut que tu leur fasses un cours aux habitants sur la densité, les forges. Pas marché. Si, tu es très bon. Mon cours, ils ne comprennent rien. Et puis, on la laisse discuter. Et puis, mais avec des outils que je vous montrais tout à l'heure. Et puis, petit à petit, on dit, non, c'était, on s'en fiche. Ce dont on a envie de savoir, c'est où est l'école, est-ce qu'il y aura un bus qui va nous permettre d'aller au centre-ville, ou est-ce que ce sera un tram, est-ce que le tram fait du bruit, ne fait pas du bruit, est-ce que les enfants... Et à travers toute cette mosaïque de réflexion, on a essayé de bâtir une vision qui n'était pas un projet, mais qui était une vision qui permettait aux urbanistes d'entraîner un certain nombre de choses dans une bonne direction. Et ça, c'est ce qui nous manque, cette espèce de vision collective. Et on s'aperçoit que la culture populaire, pour lui donner un terme, parce que je ne sais pas quel terme lui donner, de l'usage, avec des gens qui sont de provenance diverse, est extrêmement productive et extrêmement créative, à condition qu'on lui pose les bonnes questions et qu'on la laisse réagir sur justement la production de choix. Et là ça marche de façon formidable. Voilà. Bon, donc, les formes urbaines, je passe rapidement, juste histoire de vous montrer quelques images. La mobilité, c'est un droit, c'est un devoir.
on peut discuter à l'infini, mais ce sont vraiment des questions. Est-ce que l'espace est vraiment partageable? Alors les gens au Danemark disent oui, et on peut tout partager, il faut les voir. Comment fait-on? Les ressources locales, l'agriculture, est-ce que c'est un enjeu économique, pédagogique? Est-ce que c'est... bon. Et puis, il y a ce fameux métabolisme urbain dont tout le monde se gausse depuis quelques années. Alors là aussi, je renvoie à quelques villes du nord de l'Europe qui ont compris que c'est assez intéressant de croiser l'ensemble des facteurs, mais c'est extrêmement complexe. Alors c'est faisable à Copenhague, qui est une petite ville où tout le monde est discipliné, où il y a dans les écoles déjà, on leur parle, je l'imagine, à la maternelle de métabolisme. Bon, alors, ça marche, oui, d'accord, mais chez nous, ça marche pas. Allez raconter à Marseille, à Tours, à Lille, chez vous, qu'il faut créer un métabolisme urbain. Et je vais vous raconter, excusez-moi, je raconte encore une petite anecdote que je vous racontais hier. Je travaillais avec la ville le Grand Lyon. Je travaille avec les gens qui travaillent sur le plan climat du Grand Lyon. J'étais avec une fille, on faisait une conférence pour expliquer ses difficultés. Elle me disait, ouais, on m'a demandé d'intégrer dans le plan climat la gestion de l'eau, ce qui paraît logique, hein. Effectivement, pour pouvoir utiliser l'eau pour faire baisser la température. Et elle dit, bon, on a décidé, avec nos amis des espaces verts, de créer des nous. Je ne sais pas si les nous, c'est quelque chose qui ce sont des endroits, enfin, il y en a plein ici, des endroits où l'eau est récoltée au milieu des rues, ou au bord des rues, ou au bord des jardins, de l'eau de pluie, les eaux de... Bon, de façon à rafraîchir, c'est quelque chose qui est issu de votre urbanisme d'ailleurs, et que l'on connaît bien. Elle a dit, bon, alors on a fait des nous. Et puis, tout d'un coup, une fois que les nous étaient faits, on a dit, mais il faut les nettoyer, ces nous. Alors, vous allez voir les gens du service des... moi, je ne descends pas là-dedans pour nettoyer les cochonneries qu'ont fait les gens. Hein. Les services des nettoyages, j'ai dit, non, moi, les nous, je ne nettoie pas. Ensuite, on a dit, mais il faut peut-être aller de temps en temps tailler les buissons, enlever l'espace vert. Elle dit, non, moi, je ne fais pas ça. Moi, j'ai des jardins, je nettoie les jardins, je ne nettoie pas les nous. Et vous voyez, et puis, c'est devenu les taudis, c'est devenu des choses épouvantables. On n'a pas cette logique encore de mettre les choses ensemble. Bon, bref, je me disperse. Et donc, alors la question qu'on s'est posée et sur laquelle on a travaillé grâce à Isabelle ces 2 ou 3 dernières années, on s'est dit, mais comment ça se passe dans l'industrie, hein? Comment ça se passe entre 1968, l'invention du premier calculateur de Texas Industries, et puis l'iPhone 5, j'aurais pu mettre le 6 maintenant, et puis entre nous, bon voilà, en 2006 en France, il y avait les luttes urbaines, notamment rendues célèbres par une opération qui avait lieu à Roubaix, qui s'appelait Almagar, qui a créé tout un mouvement important, et 2012, où à peu près les enfants de ces gens-là se retrouvent dans une salle de cinéma à écouter d'une façon passive des gens qui leur expliquent quelque chose auquel ils ne comprenaient rien. Donc là, il y a vraiment un problème. Hein. Je veux dire, d'un côté, une innovation globale, formidable, qui transforme la vie de la société, et de l'autre côté, une régression, en tout cas, certainement pas un avancement. Alors, il faut dire que là-dessus, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire une ville que de faire un téléphone portable. Hein, donc ça, c'est clair, hein, les temporalités ne sont pas les mêmes, le nombre d'acteurs n'est pas le même. Bon, je rentre pas dans le détail de ce genre de schéma, mais vous le connaissez. Mais non plus, on ne fait aucun effort pour travailler avec des usagers. Hein, voilà ce qu'il y avait sur l'écran de la photo précédente. Et qui va lire un plan de masse de ce type-là pour savoir si le projet va être bon ou pas bon? Même si l'architecte charismatique qui va le présenter va avoir des élans formidablement convaincants, non, personne ne peut comprendre en tout cas ça. Et même si certains architectes, il faut le dire quand même, font des efforts considérables
pour se rapprocher. Mais ce qui était intéressant dans l'enquête que l'on a faite, c'est que les gens qui ont travaillé sur ces maquettes, lorsqu'ils ont eu leur maison, ont dit « mais c'est pas du tout ça qu'on imaginait ». Donc là aussi, il y a quand même un problème. Bref, on a aujourd'hui dans nos milieux des processus totalement inadaptés. Totalement inadaptés, les outils ne sont pas les bons, non pas pour travailler entre nous, mais pour travailler avec l'extérieur. Et encore une fois, pas uniquement avec l'habitant à moitié analphabète, non, pour travailler avec l'élu, à travailler aussi avec les commerçants, pour travailler avec les industriels qui sont dans la grande famille des usagers de la ville. Alors, ces outils ne sont pas faits pour innover ensemble, pour décloisonner les savoirs, enfin bon, vous lisez comme moi, pour mettre l'usage, etc. Au fond, on n'a pas avancé depuis cette époque-là. Quand on voit les grands architectes présenter les projets au maire de Paris, on est en gros dans cette logique-là. Alors, évidemment, les plans sont faits sur informatique. Au fond, quand on regarde l'industrie, parallèlement à ça, on est beaucoup plus avancé, puisqu'on est en train de passer de toute une période qui était issue de la grande tradition japonaise des années 70-80, que les Japonais appelaient le Kairitsu, qui était la co-conception. Ça, bon, quand on parle de co-conception dans l'industrie, c'est un peu comme si on parlait de la grotte Chauvet à des gens qui construisent des logements. C'est quelque chose d'acquis depuis des siècles. Et on est en train de passer à la notion de co-innovation, qui est beaucoup plus intéressante, parce que les industries, alors je ne veux pas entrer dans le détail non plus, mais des industriels ou des gens qui observent la grande industrie et l'innovation, comme Christophe Midler le fait par exemple, ou Michel Callon, disent que seule la co-innovation peut permettre de faire ce qu'ils appellent des innovations disruptives, c'est-à-dire des innovations où il y a une véritable rupture. Et parce que, pour une raison très simple, c'est que l'innovation, la co-innovation est répartie, et que finalement, les grands industriels, grands ou petits d'ailleurs, ne sont plus détenteurs de l'innovation. L'innovation est répartie